Le plus grand défi, c'est de déléguer. C'est d'avoir les équipes, de laisser faire, de ne pas vouloir toujours mettre les mains dedans. C'est un système d'information qui est très mouvant, avec très régulièrement aller chercher des synergies, aller chercher des intégrations efficientes, aller chercher la globalisation, la simplification. Bonjour à tous et puis bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux speakers du Tech Rock Summit 2025. Donc aujourd'hui, on part à la rencontre d'un grand tech leader français qui façonne la stack techno d'un grand groupe international, d'un groupe majeur. Ce podcast, en fait, l'idée, c'est justement de vous partager des parcours inspirants et de rencontrer comme ça ces grands leaders. Donc je me présente, Didier Girard, je suis le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Sphère, une ESN en fait qui est spécialisée dans la mise en œuvre de stack technologies chez ses clients. Et donc aujourd'hui, je suis avec Julien Largillière, qui est le groupe CTO de Veolia, qui pourrait être perçu comme un groupe qui est peu tech, mais en fait qui est un groupe qui tire beaucoup de valeur grâce à la tech. Et donc l'idée durant ce podcast, c'est de partager avec vous et que Julien nous partage justement comment est-ce que ce groupe arrive à tirer parti de la technologie. Donc il a vraiment une trajectoire inspirante. C'est un groupe qui fait des paris audacieux aussi. Et il y a Julien aussi a un gros engagement dans la partie communautaire dont il nous parlera. Du coup, Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Hello Didier, ravi de te retrouver. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter très brièvement, donc Julien, je suis CTO du groupe Veolia depuis 3 ans. Je travaille dans le groupe depuis bientôt une quinzaine d'années. J'ai un parcours, je pense, quelque peu atypique parce que j'ai une double formation, une formation en tant qu'ingénieur et en tant que musicien également. J'ai commencé ma carrière en start-up, donc j'ai un peu vu un peu tous les types d'entreprises, voilà, donc de la start-up à la grande entreprise avec des défis plutôt géniaux, avec des technologies arrivant sur le marché hyper enthousiasmantes et naturellement mise à l'ouvrage dans l'entreprise pour l'aider à la transformation. En gros, tu as commencé, tu as plutôt au départ profil type développeur et petit à petit, tu as navigué un peu dans tous nos métiers ou tu es arrivé pas plutôt par la branche Ops? Comment tu as vécu? Alors j'étais dans un premier temps sur la partie Ops, donc j'étais lead Ops dans cette startup initialement. Donc des technologies qui ne font pas forcément rêver aujourd'hui, mais on va parler de 4GL, d'informatique, de choses qui sont pas d'une grande fraîcheur. Mais c'est vrai que rapidement, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir me former et découvrir pas mal de technologies dont on parlera, je pense, dans les questions suivantes de ce podcast. Déjà, ce que tu pourrais nous partager, donc c'est vrai que tu as, et ce qui intéresse aussi beaucoup de personnes, c'est donc tu as une histoire qui est plutôt tech au départ, et maintenant tu es le CTO d'un très grand groupe. Donc il me semble que Veolia, c'est plus de 200 000 personnes, quelque chose comme ça, c'est ça? Ouais, 215 000. Ouais. 215 000, ouais. Et donc finalement, comment est-ce qu'on passe d'un rôle où on a plutôt un rôle de contributeur individuel, j'ai envie de dire, à un rôle de très grand manager, voire de stratège? C'est quoi tes défis? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as dû changer en fait ta gestion du temps, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça? Oui, oui. Non, c'est une super question parce que j'ai vécu, ça va mieux maintenant, mais il y a toujours une période où, lorsqu'on passe d'un rôle vraiment hands-on, où on est vraiment, on met les mains dedans, simplement, à un rôle plus managérial, transverse, puis stratégique. Le plus grand défi, c'est de déléguer. C'est d'avoir les équipes, de laisser faire, de pas vouloir toujours mettre les mains dedans, parce qu'à un moment, on n'a pas le temps, donc c'est davantage à construire des équipes, à aller chercher les bons talents, à les embarquer et de passer vraiment d'un rôle technique à un rôle un peu de servant leader, et c'est-à-dire de réussir à embarquer un peu tout le monde vers une vision commune. Qu'est-ce que tu as appris en fait dans le cadre de ce rôle, des choses des skills que tu as développés en fait, que tu n'avais pas en tant que technicien et qui sont maintenant, qui font partie de ton savoir-faire en tant que leader tech? Les défis sont très humains parce qu'on parle souvent de la tech, mais derrière la tech, c'est pas mal d'humains. Donc, une progression en termes de coaching, de mentorat, d'embarquer toutes les équipes. Après, il est vrai que aujourd'hui, ma plus grande frustration, c'est de trouver du temps encore à faire de la veille technologique structurée. Quand je dis structurée, c'est aller un peu plus loin que lire des articles. Donc, je me suis mis, pour la petite anecdote, dans mon agenda
Alors on a des routines, on a tous des agendas très complets, mais j'ai des slots qui sont dédiés dans mon agenda avec un temps dédié à la veille technologique où je choisis des sujets par thématique à la semaine ou au mois, et je m'en fais aussi moi ma mini thèse pour moi, et ça permet d'alimenter l'état du marché, de la veille technologique, des choses que j'ai envie d'essayer ou de partager avec mes équipes, ou d'amener potentiellement vers une stratégie un peu disruptive pour l'entreprise. C'est intéressant et en fait, quand je t'entends parler, je pourrais croire que tu étais en fait dans la dernière des scale-up, tech. Donc juste avant qu'on rentre un petit peu dans ton rôle, vraiment de CTO déjà, il est probable qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui connaissent pas si bien que ça l'entreprise pour laquelle, tu bosses, qui est Veolia, et donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différents métiers? Quelle est la mission de ce groupe? Alors Veolia, c'est une très grande entreprise, enfin qui a également, il y a 3 ans, fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Suez, enfin du moins une grande partie des activités, donc ça devient vraiment une très grosse entreprise. Donc les business principaux sont autour de l'eau, l'énergie et les déchets. Et l'ambition principale est de devenir le leader de la transformation écologique, donc à servir la dépollution, la décarbonation et préservation de la ressource. Donc c'est des enjeux qui sont cœur. Et j'ai un attachement particulier à cette entreprise parce que on parle de tech et on a souvent eu des approches business partner, business actor, enfin des choses. La tech doit toujours servir un intérêt, mais de travailler pour une entreprise à mission et des enjeux comme tels pour l'environnement, je trouve ça hyper noble. On dit souvent, la tech, du point de vue de l'empreinte carbone, c'est pas le meilleur des élèves. C'est un sujet, qui est assez récurrent, et comment tu arrives à concilier, cette tension entre, l'impact que peut avoir la tech sur l'environnement et le fait que tu bosses dans une entreprise à mission qui est là pour, quelque part améliorer l'environnement, et puis je pense aussi, comment cette tension que tu as et qu'on a tous, je pense d'ailleurs en tant que leader tech entre, nos propres valeurs et puis, quelque part en tant que citoyen, et la confrontation qu'on a par rapport à l'empreinte environnementale de ce que l'on fait. Oui, naturellement. Alors on est toujours à la frontière. Alors dans le jargon, on va parler de la quête du green IT, mais un métier, une entreprise comme Veolia, on parle également de IT for green. Mais sur nos stacks technologiques, on s'appuie sur des partenaires. Alors dans un premier temps, on mesure l'empreinte carbone globale. Enfin, faut savoir que tous les ans sur notre système d'information, on est aussi challengé sur notre empreinte carbone globale. On systématise d'ailleurs cette optimisation avec des delivery, des operating models de pay as you go. On essaie de s'affranchir un maximum du YAS, de traiter le déchet, donc avec le déchet au sens d'utiliser des ressources inutilement. C'est dans le mindset des équipes IT. Aujourd'hui c'est compris et c'est déployé à l'échelle. Et on s'appuie aussi sur des partenaires technologiques les plus verts possibles, dont certains ont une ambition d'ici peu d'avoir cette neutralité carbone. L'approche globalisée du PS Hugo, en fait, déjà cette quête de l'efficience pour limiter l'empreinte. Mais c'est vrai que naturellement, on peut se dire, ok, on va parler de greenwashing, ok, c'est très bien, mais on a très vite compris la valeur de ces plateformes pour servir aussi l'ambition et la stratégie de Veolia. Donc, comme je disais, contribuer à la transformation écologique et être au rendez-vous du plan qui s'appelle Green Up de Veolia. Naturellement, on a énormément de cas d'usage où on peut avoir une empreinte carbone sur la partie IT, mais elle est largement compensée sur des solutions qu'on met en œuvre pour limiter la consommation énergétique ou limiter les fuites d'eau ou des choses comme ça. Donc, on est plutôt à l'aise avec l'exercice dans le sens où ça se compense largement. Ouais, et puis ce que je me rappelle, enfin moi je bosse avec, le groupe depuis de nombreuses années. Au départ, vous aviez quand même beaucoup de vos propres data centers, et c'est vrai que le fait de dire, forcément, il y avait une empreinte carbone qui était non négligeable par rapport à ça, et je me rappelle le fait de partir, sur des solutions cloud, c'était justement de dire, il y a des gens dont le métier, c'est justement de créer des data centers efficients, c'est pas notre métier à nous, et donc autant s'appuyer sur ces acteurs-là. Exactement, oui. C'est vrai que cette approche publique, bon, le temps passe, mais ça fait largement plus d'une dizaine d'années qu'on a embarqué chez différents hyperscalers. Et oui, globalement, on a vidé, je me rappelle encore, un nombre significatif de data centers. Donc, il en reste quelques-uns pour des contraintes, on va dire, réglementaires, des choses comme ça, mais par défaut, aujourd'hui, tout ce qui est construit ou déployé s'appuie sur le cloud public. Ouais, sachant que vous êtes un groupe mondial et vous devez, toi, ton rôle, c'est d'emmener de la technologie partout dans le monde.
et qu'en fait, les gens se rendent pas compte que le data center, il doit pas y avoir de latence, ça doit être efficace pour tout le monde, où qu'il soit sur la planète. Ça fait partie aussi des enjeux. Exactement, bah, je porte, la stratégie cloud aussi globalement du groupe. Mais, oui, en effet, ça fait partie des enjeux et surtout aller chercher, l'efficience également, la globalisation. Donc on parle souvent d'empreintes, mais plus on s'appuie sur des services mutualisés, plus ils ont des architectures qui sont, je veux dire, designées comme on le souhaite et indirectement, tu bien que lorsqu'on massifie, on a aussi, des économies d'échelle pour le coup, au sens, financier. Du coup, je me posais la question, on voit quand même qu'on est dans un groupe, qui bouge, qui hésite pas à utiliser la technologie, à innover, puisque des acteurs qui ont basculé sur le cloud il y a 10 ans, à l'échelle où vous l'avez fait, je pense que c'est quand même assez, il y en a pas tant que ça, en fait. Pour toi, à titre individuel, c'est quoi ton pari, en fait? Le pari tech? Tu t'es dit: «Là, il se passe un truc, je pense qu'il faut qu'on y soit», ou déjà, ça peut être à titre personnel, ou l'envie d'emmener ton groupe dans cette direction-là, et qui a eu le plus d'impact pour toi à titre personnel ou au niveau de ton groupe? Alors, pour moi, il y en a pas un, je vais en lier 2. Le premier, naturellement, il est sur cette démarche qu'on a appelée, Move to Cloud à l'échelle, donc qui a été, commencée il y a un peu plus d'une douzaine d'années. Donc qui a suivi ça ne s'est pas fait en 6 mois, ça a pris des années et des années à optimiser les environnements, à monter une gouvernance, globale à l'échelle, à monter de l'orchestration, de l'automatisation, une démarche FinOps globale. Donc, on était arrivé au rendez-vous. Donc, c'était un pari parce qu'il a fallu prendre cette démarche aussi de manière holistique parce que c'est pas juste de la tech, c'est aussi des people, c'est aussi de l'upskilling, c'est aussi tout ce qui est lié à la formation, d'embarquer tout le monde, de penser aussi différemment les architectures, la manière dont on design nos applications. Et je fais le lien avec un deuxième pari que j'ai voulu fortement faire. Maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans. C'est sur l'IA générative qui est arrivée un peu comme une bombe sur le marché avec tous les risques associés pour une entreprise comme Veolia où si on se dit on va déléguer directement à un chat GPT puis on va ouvrir pour tous les salariés, il y avait un risque, il y avait un risque avéré. Donc on a pris le pari en fait de monter très rapidement une plateforme dédiée, sécurisée, scalable. Et où je veux en venir, c'est que ces premiers choix et ces convictions technologiques sur le cloud public nous ont permis en fait d'être très réactifs sur ce phénomène arrivant massivement et de pouvoir scaler cette approche au niveau de l'entreprise, d'en faire le pari, parce que c'était écrit dans le ciel qu'il allait, dans tous les cas, ce qu'on connaissait il y a 3 ans et ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les évolutions, toute la l'agentic AI, enfin, tout ce qui est en train de bouleverser vraiment notre monde et la manière dont on design un système d'information. Ça a été vraiment un pari audacieux. Au début, il y avait pas grand monde, hein, qui croyait, mais on voit bien aujourd'hui que c'est un véritable succès. Et ces premières briques et ces stacks technologiques, en fait, pensés 10 ans avant, en fait, nous ont vraiment permis de pouvoir accélérer, cette adoption en interne. Ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, vous aviez, toute la maturité nécessaire pour pouvoir aller très vite, et puis aussi, quelque part, très tôt, vous avez mis le groupe en mouvement sur ces sujets-là, et en fait, c'est, un mouvement supplémentaire quelque part, et vous aviez déjà appris à bouger, N fois, et moi, je sais que pour, te côtoyer régulièrement, il y a une approche très, courageuse en fait de ces sujets-là, qui font que tout le monde, est appétent à ce mouvement, et j'ai en tête, alors tu me dis si je me trompe, mais typiquement, il y a certaines personnes chez vous qui utilisent des Chromebooks pour, leur utilisation quotidienne au sens professionnel, et d'arriver à ce niveau de maturité où quelque part tout le système d'information s'expose à travers un navigateur qui fait que vous permettez à vos collègues d'utiliser un Chromebook pour pouvoir, créer de la valeur. Enfin, c'est assez innovant. Oui, non, mais c'est sûr. Alors moi, ma première conviction, si on parle, très rapidement de l'approche, Zero Trust, enfin pour moi le endpoint aujourd'hui, c'est vraiment le browser. Donc on a énormément de Chromebooks qui sont déployés dans le groupe. On a aussi un écosystème davantage, Microsoft, OS, Windows, mais qui est un héritage aussi d'une dernière acquisition, quand même conséquente. Enfin, dans mon rôle au quotidien, c'est aussi de surfer entre des possibilités globales, glocal ou multilocal dans les solutions technologiques. Donc, c'est un jeu d'équilibriste qui est pas toujours évident, mais c'est, en essayant de trouver, la meilleure approche, qui provoquera l'adoption, tout en conservant l'autonomie locale, mais l'ambition globale, c'est de sécuriser globalement le système d'information, l'accès à nos ressources et de proposer, de l'innovation à l'échelle. Et juste,
Enfin, c'est assez rare de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a un impact aussi large que le tien, au sein d'une organisation aussi grande. Du coup, pour qu'on ait un peu une idée de qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des chiffres, alors peut-être que tu pourras pas me le partager, mais c'est quoi le budget IT d'une organisation telle que Veolia? Je te demande pas de donner rentrer dans les détails ou en tout cas qu'on puisse se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire que de fournir de l'IT à 200, plus de 200 000 personnes. Je me rappelle plus combien tu as dit de personnes, mais C'est toujours un sujet tricky, les budgets, dans le sens où, lorsqu'on aime la tech, on a envie d'innover, de faire plein de choses, on a besoin d'investir. Mais il y a des contraintes et des benches marché. Dans une entreprise comme dans l'industrie, voilà, il faut être à moins de 2 de budget IT par rapport au chiffre d'affaires global. C'est vrai on frôle un peu on va dire le milliard, mais dans une organisation qui est, encore une fois, très décentralisée, dans près de 65 BU, plus de 55 pays. Gérée, en fait, aussi, Veolia est une entreprise qui fait, souvent des carve-in, carve-out. Donc, on cède des activités, on en achète de nouvelles. Donc en fait, c'est un système d'information qui est très mouvant avec très régulièrement aller chercher des synergies, chercher des intégrations efficientes, aller chercher la globalisation, la simplification. Donc c'est des enjeux qui sont, je trouve, fascinants, mais c'est vrai que chez Veolia, il y a toujours cette ubiquité, hein, voilà, faut penser, grand, gros, mais des contraintes aussi qui peuvent être locales. Donc c'est encore une fois, c'est toujours où positionner le curseur pour aller avoir un système d'information de manière plus efficiente. c'est l'innovation sous contrainte et finalement, c'est ça qui fait aussi la richesse, c'est que vous êtes obligé d'être innovant pour pouvoir, rester, dans ces fameux 2 qui font que, l'IT continue à créer de la valeur et pas simplement à consommer à l'intérieur de l'entreprise, quoi. Après, le point positif, je reste convaincu qu'en univers contraint, on innove énormément, en fait. J'en suis convaincu. OK, donc nous, ce qu'on aime bien, côté Tech Rock, c'est toujours facile de partager ses succès et c'est hyper utile de dire que de communiquer sur ce qu'on a réussi et c'est agréable d'ailleurs, c'est nécessaire. Mais aussi ce que l'on dit souvent, c'est que pour, progresser, pour apprendre de temps en temps, il faut se tromper, on fait des erreurs, on a des échecs et cetera. Et ce qu'on aime bien, c'est aussi, qu'on se partage un petit peu ces moments où on a souffert, on s'est trompé et les partager avec ses pairs, c'est aussi utile parce que comme ça permet que collectivement on apprenne. Du coup, toi, est-ce que tu as quelque chose comme ça à nous partager où tu dis, là, en fait, sur ce sujet-là, j'ai pas été au top et voilà un petit peu finalement ce que j'en ai tiré. Oui, j'ai quelques exemples, mais qui me font davantage sourire, parce que c'est vrai que dans la tech, il y a pas mal de cycles. Il y a certaines technos, certaines approches qu'on pense à un moment disruptives, mainstream ou ce qu'on veut, mais qui n'ont finalement aucun avenir ou aucune possibilité en fait de scaler dans une entreprise comme Veolia. Mais pour en citer quelques-uns, je pourrais parler de la tentative, par exemple, de déployer de la blockchain sur la traçabilité de l'eau. Je pourrais parler des tentatives d'intégration dans notre organisation du métaverse, qui était pas une vaste blague. Je pourrais vous parler en fait d'un investissement conséquent à monter un digital lab physique juste avant le lockdown et le Covid. Je pourrais vous parler de POC ou de MVP ou Proof of Value sur du HPC par exemple, sans véritable use case ou nécessité. Donc, mais dans la tech, on a quand même le droit à l'erreur. C'est-à-dire, moi j'adore cet adage quick win or fail fast. Et ça permet aussi d'avancer, de tester. Il y a des choses qui marchent, il y en a d'autres qui marchent moins. Et c'est plutôt chouette en fait quand je discute avec toutes les équipes que j'ai pu avoir chez Veolia. C'est vrai que ou même un écosystème partenaire, quand on voit un peu notre stack technologique chez Veolia, ça donne envie en fait. Ça donne envie quand on est développeur, quand on est architecte cloud, quand on est différents ingénieurs, quand on voit la manière, enfin même employé, l'outil de travail qu'on a au quotidien, c'est chouette, c'est chouette. Et je pense que c'est aussi un différenciant qui rend Veolia un peu plus attractif que d'autres entreprises. Et du coup, je me disais par rapport à ça, enfin, quand tu as une idée comme ça, où tu dis: «Bah, tiens, j'ai envie de pousser ce sujet», comment tu arrives à dialoguer avec, ton écosystème, le COMEX, par exemple, pour dire: «Bah, voilà, nous, on a ce truc qu'on aimerait pousser et tenter». Comment tu vends, entre guillemets, ton idée pour trouver des budgets pour t'accompagner? C'est une description et une proposition de valeur. Donc, on a aussi cette approche
on est value driven. C'est pas la tech pour la tech, c'est faut que ça serve un intérêt business, faut que ça serve un intérêt de transformation avec des économies associées, faut que ça serve simplement l'intérêt qui peut être lié à une mission de Veolia. Et c'est vrai que bon après on reste une entreprise où il y a des mécanismes aussi, je veux dire régaliens dans le sens où on a des comités d'investissement, des comités d'engagement. Lorsqu'on veut mener des programmes vraiment transverses, bah, naturellement, il faut qu'on embarque toutes les business units et qu'on aille présenter le dossier sous forme de business case. Mais on a quand même ces marges de manœuvre pour lancer des initiatives qui ne sont pas, je veux dire, trop chronophages ou trop consommatrices en termes de capacité et qui nous permettent, voilà, en quelques jours, semaines, de savoir si la valeur est là ou non, en fait. Et c'est un mécanisme, c'est itératif, mais c'est surtout culturel. C'est-à-dire que même dans mes équipes, en fait, moi, tous mes collaborateurs sont challengés sur leur capacité d'innovation. Et pour moi, l'innovation, elle est partout. Elle peut être dans le quotidien, elle peut être sur la prod, elle peut être sur la cyber, elle peut être sur tout. Et la limite de cet exercice-là, c'est juste la créativité. En fait, pour moi, c'est Et donc typiquement, un jour, tu dis: «Tiens, il y a 3 ans, il y a l'AI qui arrive et moi, j'y crois, en fait». Et comment, à un moment donné, tu vas chercher les budgets pour dire, voilà, enfin, moi, j'ai envie d'embarquer toute l'entreprise là-dedans et qu'à un moment donné, tout le monde a un chat GPT sécurisé entre les mains. Comment tu arrives à déclencher ce genre de choses? j'avais quelque forme, on va dire, d'autonomie dans ma capacité globalement en fait dans mes équipes. Donc j'ai décidé de monter une task force pour ce faire, de déprioriser d'autres sujets et après d'aller vendre au top management. Bah, une fois qu'on avait la preuve par l'exemple que ça fonctionnait et qu'on était en capacité de le faire et que c'était scalable. Après, j'ai eu des budgets en complément. C'est une démarche qui a été prise de manière encore une fois, c'est pas la tech pour la tech, mais de manière holistique parce que c'est un changement énorme. C'est vraiment un changement énorme. Donc ça va les driver les ressources humaines, ça va les driver la formation. On a monté des parcours d'acculturation à des dizaines de milliers de personnes. Donc il y a cette première étape de prouver la valeur. Et si tout le monde est d'accord, bah, après ça devient un projet d'entreprise en fait. Pour nous, ce qu'on a monté, Veolia Secure GPT, c'est un projet d'entreprise. Et ce qui m'a je me souviens encore de ce moment, c'était il y a peut-être 2 ans, lorsque Estelle Brachlianoff, notre directrice générale de Veolia, devant l'ensemble des investisseurs en press release, nomme le nom de l'application devant devant tout le monde. Là, je me suis dit: «C'est un succès». Ouais, donc déjà bravo, hein, parce que c'est ce que vous avez fait, c'est vraiment incroyable. Vous avez quasiment une dimension éditeur, même si c'est un peu fort, mais produire du logiciel interne à destination de 200 000 personnes, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable sur un sujet où, en fait, tout le monde l'utilise au quotidien. Je pense que quand Veolia Secure GPT tombe, tu le sais immédiatement parce que tu as forcément quelqu'un dans le monde qui est en train d'utiliser. Donc bravo pour ce succès. Et du coup, ouais, ce que je retiens, c'est que parce que dans la timeline, cette innovation, elle est arrivée en plein exercice budgétaire. Personne ne s'y attendait, en fait. Et donc, ce que tu as fait pour pouvoir investir, en fait, tu as dépriorisé des sujets, tu as utilisé le budget que tu avais eu par ailleurs sur d'autres sujets que tu as alloué à cette innovation, tu as démontré la valeur et après, du coup, derrière, tu as réobtenu des budgets, ce qui t'a permis d'amplifier et j'imagine de reprioriser tes anciens sujets, quoi. Oui, c'était un risque, peut-être aussi personnel, mais je le regrette pas du tout. Ouais, non, mais en tout cas, c'est bravo. Bah, c'est sûr que c'était forcément un risque, hein, parce que à la vitesse où vous avez répondu, je pense qu'il y a effectivement peu d'acteurs qui sont allés aussi vite que vous l'avez fait. Et donc, du coup, est-ce que tu as dans ton parcours des personnes que tu as rencontrées, des équipes, des moments comme ça un petit peu décisifs qui font que ben, ce que tu es aujourd'hui, tu l'es grâce à ces choses-là, quoi? Oui, j'ai eu la chance, dans ma carrière de rencontrer, oui, pas mal de mentors ou de gens qui sont vraiment inspirants. Pour les citer, chez Veolia, bah, on a eu la chance d'avoir un Jean-Christophe Plessis, CEO Group. On a eu Hervé Dumas, qui m'a précédé. Il y en a un particulièrement, que tu connais, hein, qui s'appelle Didier Bauve, aussi, qui m'a fait aussi grandement confiance sur pas mal de choses. Et après, c'est vrai que même davantage dans l'écosystème, Werner Vogels d'AWS, Parker Harris de Salesforce, des gens comme ça qui me fascinent et m'ont fait aussi un peu repenser la manière où je voyais la technologie et jusqu'à certaines, enfin des rencontres aussi qui peuvent être extraordinaires.
C'était il y a quelques années à l'USI avec Jane Goodall qui nous a quittés il y a pas longtemps, mais en tant que voilà éthologue, primatologue également, et puis son côté militante environnementale. Moi, c'est des gens qui m'inspirent vraiment. Et puis, il m'arrive aussi sur mon temps libre, lorsqu'il y a un peu de vacances, de lire un peu des bouquins. Il y en a un que j'adore, qui est Zero to One, en fait, de Peter Thiel, qui reprend un peu comment un CTO peut amener tout un tas de valeurs et de choses. Et ça m'a pas mal marqué, et plus en lien avec ce qu'on fait chez Veolia et notre mission. C'est un livre, mais davantage BD, qui s'appelle Ressources, donc de Philippe Biwix et Vincent Perriot, qui est vraiment fascinant parce que il y a quand même ce questionnement à se dire, est-ce que tout ça, cette tech et particulièrement l'ère dans laquelle nous vivons sur l'IA, l'agentic layer, toute cette technologie qui devient une commodité et qu'on va retrouver absolument partout, même si il y a pas mal d'acteurs qui ont cette ambition zéro carbone et consorts. Mais ce qui est intéressant dans cette BD, c'est qu'à un moment, si on continue ce trend-là, avec cette opulence à en avoir absolument partout, bah, c'est pas soutenable. Et donc, de se poser des questions, et ça fait partie aussi des réflexions naturellement qu'on a chez Veolia et que j'ai au quotidien, c'est comment on arrive à intégrer ces technologies, particulièrement sur l'IA, mais de manière responsable. Ça fait partie des grandes questions, des choix technologiques qui peuvent être faits, et aussi dans la mise à disposition de ces technologies pour avoir les bons usages à valeur et qui servent l'entreprise et qui sont pas simplement, même si la technologie est fascinante, mais de gérer, comme je dis souvent, de générer des vidéos, des images de chats. Je pense on peut utiliser cette valeur pour bien d'autres sujets chez Veolia. Ouais, c'est ça. Et je suis bien en phase avec toi. Moi, je discute beaucoup de ça avec mes enfants qui sont quand même âgés maintenant et qui ont une vraie conscience de ce point de vue-là. Et c'est vrai quand c'est arrivé, et tout de suite il y a eu des gens ont expliqué que l'IA avait un impact environnemental. Et enfin, je suis plutôt je suis optimiste de manière générale. Et je disais, mais oui, mais on peut pas juger l'intelligence artificielle à l'image de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une technologie qui est naissante et je suis certain qu'on va arriver à faire des IA frugales. Et donc j'avais cette espèce d'envie qui était quelque chose de fort en moi, et je pense que on va arriver à faire des effets frugales. Alors là, mes enfants qui sont quand même bien au fait, ils me disent oui, mais papa, l'effet rebond, tu connais, et en fait, moins ça coûte cher, plus c'est utilisé, donc plus ça a de l'impact. Je leur dis c'est vrai, mais au final quand même, je pense que de l'IA, il va sortir des choses positives et que finalement, on arrivera à faire des choses bien. Et jusqu'à il y a pas très longtemps, je restais dans cette conviction-là. Et c'est vrai que l'arrivée de l'IA à l'échelle dans l'industrie du réseau social et du divertissement, et je cible d'ailleurs plus le réseau social que le divertissement. En fait, on va concevoir une vidéo de 8 secondes qui va être utile pour 3 personnes. Et c'est là que je me suis dit, ouais, je suis pas certain qu'on va gagner la partie, parce que là, il y a un sujet qui est en train d'arriver, et comme toute innovation tech, ben, elle a son côté positif. Et là, je venais d'entrevoir le côté très, très négatif impactant sur l'environnement. Et je te rejoins, c'est que faire des images de chats, c'est pas forcément la meilleure manière d'utiliser l'AI. Non, en phase. Ouais. Ouais, oui, puis moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, en fait, c'était l'année dernière, où en fait, en moins d'un an, on a créé autant de photographies avec l'IA générative qu'en un siècle. Et voilà, et on en revient. Moi, je suis très sensible également à l'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que certains, voilà, on peut gagner des concours de photographie avec des images générées, ou faire des films 100% grâce à l'IA générative, ou je suis le premier, je m'en suis amusé avec ça, mais de pouvoir créer des musiques très facilement en quelques secondes, et qui ont une qualité de sortie qui est juste incroyable. Alors que je sais, moi, le premier, en fait, par exemple, d'apprendre un instrument, c'est énormément de rigueur, ça prend du temps. Voilà, je pense que ces usages vont peut-être poser problème, peut-être un problème sociétal dans les mois, années à venir. Ouais, donc c'est ça. J'avais envie de te poser cette question-là. Toi, tu penses, enfin, t'es musicien, donc et t'es à côté tech, qu'on pourrait arriver à avoir des morceaux de musique qui soit aussi divertissant et impactant, parce que la musique, quelque part, il y a des morceaux de musique qu'on continue d'écouter, hein, et qui seraient générés par l'AI. Ouais, ouais, oui. Bah, d'ailleurs, à l'occasion, je t'en partagerai quelques-uns. Ah, avec plaisir. Ouais. Bah, tu pourras venir avec un morceau et démarrer avec ça. Ouais. Bah, je sais pas si c'est autorisé, je dis ça, mais faudra demander. Hein.
OK, donc est-ce que tu as un projet, on en a déjà parlé, mais peut-être si tu voudrais insister sur un sujet, un projet technique, d'impact ou d'équipe qui t'a particulièrement marqué? J'ai la chance, encore une fois dans toutes ces dernières années en fait d'avoir eu des équipes enfin vraiment extraordinaires et il est certain que moi ma conviction c'est que derrière tout projet, technique et surtout projet impactant derrière c'est des humains et c'est vrai que sur cette approche où, on peut embarquer le plus grand nombre dans une aventure commune, donc c'est vrai que là on est même si ça fait 3 ans, on est que dans les prémices, mais je trouve fascinant en fait, l'engagement, la disponibilité de plein de collaborateurs qui cherchent aussi à être, curieux, à vouloir innover, à vouloir avancer dans une direction et en effet, l'IA générative, notre aventure, si tu as un projet qui a un impact, dingue, c'est celui-là. Et d'un point de vue technique, je parlerai du move to cloud, global et de l'offre de services associés pour l'ensemble des BU qu'on a fait à l'échelle il y a une dizaine d'années, ouais. OK, donc on va plus se recentrer maintenant sur le Tech Rock Summit. Donc Tech Rock Summit, c'est une communauté, la plus grosse communauté de leaders tech, en France. Déjà, toi, est-ce que tu es familiarisé avec ces notions, communautaires? Quelles sont les communautés à laquelle dans lesquelles tu es actif et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Alors, c'est vrai que la notion de communauté, je vais citer la parce que je disais juste avant sur la partie, je dois trouver du temps pour ma veille technologique. Et en fait, c'est un peu le même sujet avec les communautés parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais je me suis rendu compte que c'est très enrichissant. Alors c'est des à côté, que ce soit en France ou à l'international, mais c'est vrai que de parler entre pairs sur des problématiques communes, moi je trouve fascinant parce que même si on est dans des industries, différentes, on a naturellement les mêmes préoccupations aujourd'hui. Donc ça permet, d'une part de se sentir un petit peu moins seul, d'avoir des retours d'expérience, de pouvoir en donner aussi lorsqu'on a en toute humilité, parfois un petit coup d'avance. Mais c'est vrai que oui, en France, oui, bah, sur TechRox, sur, Republic IT, sur Alliancy, sur, Numéum, sur, enfin tout un tas de lorsque le temps me le permet, je suis assez, je me rends voilà, je me rends disponible, parce qu'il y a des sujets qui sont fascinants. Ouais, je vois bien par exemple aujourd'hui, il y a un vrai sujet, de par le contexte un peu géopolitique, dans une entreprise aussi distribuée que Veolia, on a une empreinte, une dépendance technologique qui est massive avec les États-Unis. Donc c'est comment aussi on arrive en tant que CTO, CIO, bah de pas forcément d'ajuster le tir, mais d'avoir les éléments de réponse, d'avoir les éléments qui permettent en termes de delivery, operating model, de répondre à ces enjeux. Si on peut partager très rapidement, pour moi les deux sujets qui sont vraiment d'actualité dans les communautés, CTO, enfin qui sont clairement évoquées. C'est comment monter une gouvernance AI dans un monde où en fait, l'ensemble des partenaires proposent ses capacités et comment on arrive à gérer le shadow IT par l'observabilité à l'échelle. Et le deuxième point, c'est vraiment comment, bah, surtout en Europe, on va adresser ou non, ces enjeux de dépendance technologique. OK, donc le Tech Rock Summit, moi, enfin, c'est un événement que, je sais même pas depuis combien de temps j'y assiste et j'adore ce moment parce que c'est assez privilégié. On est entre pairs, entre leaders tech, on échange. Les talks sont toujours, vraiment très inspirants, très gros niveau et puis en plus, il y a vraiment une très grande part qui est dédiée aux échanges et donc du coup, déjà, merci beaucoup de venir parler à cet événement, de nous venir nous livrer un petit peu, un morceau de ton expérience lors de ce moment-là. Est-ce que, alors sans dévoiler forcément ce que tu vas dire, mais est-ce que tu peux nous faire un petit teaser, nous donner un peu envie de venir t'écouter lors du Tech Rock Summit? Tout d'abord, merci pour l'invitation et la proposition. C'est un plaisir, encore une fois, de présenter un sujet pour parler aussi de Veolia et de valoriser énormément de travail des équipes. Donc, sans grande surprise, mon sujet il va être en grande partie autour de l'IA et globalement l'agentic AI. Ah, c'est juste, il faut avoir en tête que cette année, le Tech Rock Summit est dédié Ouais, à ce sujet parce que c'est un shift majeur. Et l'idée, c'était, on dit souvent au niveau TechRock, c'est no bullshit. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des vrais retours. On vire tout le vernis marketing qu'il peut y avoir. On sort de la bulle qui accompagne, parce que pour moi, on est vraiment dans un phénomène de bulle, même si on sait tous qu'il va sortir quelque chose de positif. Mais en ce moment, sur ta boîte, tu tapes, tu la mets .ai. On n'est plus dans le .com, on est dans le .ai. Tu fais une boîte .ai et tu es à peu près sûr de lever des fonds. Peut-être que ça va commencer à s'arrêter, hein. Et donc, on avait quand même envie de creuser et d'analyser ce sujet parce que c'est un vrai sujet, comme tu le dis. Sous quel axe tu vas parler de ce sujet-là? clairement, et comme tu peux le dire, c'est vrai que ces technologies bouleversent les entreprises, la manière
en profondeur notre manière de travailler, d'innover, de penser. Et encore une fois, on en parle beaucoup, mais il y a aussi des limites, quand je dis de limites au déploiement, c'est-à-dire que ça remet aussi en question pas mal de priorités d'entreprise, par exemple sur la qualité de la donnée, la mise à disposition de la donnée, parce que la technologie, elle est là, elle est en place, mais il y a quand même des fondamentaux qu'il faut adresser. Et si tu veux, moi, je voudrais expliquer qu'on a saisi cette technologie très rapidement. On a fourni cette technologie à l'ensemble de nos employés, donc beaucoup de col blanc, de fonctions support. Donc c'est devenu un peu une commodité. Enfin, j'aime pas dire ce terme, mais je veux dire en fait le conversationnel ou le chat classique où, comme tout le monde, on a mis en place des knowledge base pour pour aller interroger aussi des données structurées ou non, mais interagir en langage naturel. Et donc c'était déjà il y a 2 ans l'effet un peu waouh et disruptif. Mais aujourd'hui, on travaille davantage sur comment aller servir des cas d'usage et de transformer la vie et le monde des opérateurs, parce que chez Veolia, on a des dizaines de milliers d'assets, d'usines, et c'est comment intégrer ces technologies-là sur des cas d'usage qui vont servir nos différents segments, encore une fois, sur l'eau, l'énergie, les déchets, et comment un opérateur aujourd'hui chez Veolia peut discuter en langage naturel avec son usine pour optimiser le plan de production, pour aller réduire, pour gérer un incident, ok, par rapport à des bases de connaissances, des conseils pour aller optimiser le dosage d'acide caustique dans le traitement d'eau. Comment donc on rentre vraiment dans le monde, dans la vie de l'opérateur, qui représente la force de Enfin, c'est la force de frappe de Veolia, en fait, ce monde-là. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon l'OT. Donc, c'est comment on amène dans l'industrie aujourd'hui cette technologie-là et comment directement elle apporte de l'impact sur encore notre ambition que je présentais au début, sur comment ça nous aide à dépolluer, à décarboner, à préserver la ressource. Et on a quelques retours qui sont extrêmement positifs sur des économies d'énergie, par exemple. Et donc c'est un peu voilà l'approche de sortir. C'est dans nos vies au quotidien, nos vies personnelles, mais on est en capacité d'amener ces technologies dans l'industrie, au plus près, enfin au cœur de nos opérations, et de mettre ces outils dans les mains en fait de nos opérateurs qui font le business de Veolia, mais avec une philosophie où c'est toujours encore une fois le but n'est pas du tout de remplacer l'humain, mais c'est justement de le replacer au milieu de cette démarche et de toute cette approche globale. Ouais, j'aime bien, le scénario que tu décris, sur 2 axes. C'est le côté, j'ai mon téléphone et je discute, de manière orale avec mon usine. Pour moi qui suis, un enfant de la science-fiction, hein, je me rappelle 2001 l'Odyssée de l'espace et tu discutes avec HAL, il te répond et c'est un peu ça en fait. HAL, c'est un peu, ton usine de traitement d'eau et tu discutes avec lui, il te répond: ça va pas, augmente ça» et là vraiment on est ce qu'on fantasmait, en tout cas ce que je fantasmais quand j'étais gamin, c'est maintenant à portée de main, c'est possible. Et donc, ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est justement d'apporter ces envies tech qu'on avait quand on était jeune et de les rendre concrètes. Et c'est plus un sujet technologique, comme tu le dis, c'est vraiment maintenant un sujet humain et de culture d'entreprise. Et il faut amener la culture d'entreprise à cet aspect, le conversationnel, qui est vraiment une nouvelle manière d'interagir avec le SI. Et ce qui me plaît beaucoup, et il me semble, et tu me diras si je me trompe, mais il me semble que cette idée, elle avait germé lors d'un hackathon ou d'un workshop, en fait. Ouais, exactement, ouais. On s'est dit, mais comment on peut amener, on a réussi à embarquer des opérateurs témoins, en fait, dans cette démarche, parce que naturellement, c'est aussi aller chercher l'adoption. Encore une fois, c'est pas faire de la tech pour la tech, ou identifier potentiellement de la valeur quand on est au siège de Veolia. Donc, ça a été vraiment d'embarquer des opérateurs, de comprendre leur quotidien, de comprendre leur pain point, de ce qu'ils aimeraient voir grâce à cette technologie, et de les accompagner en ce sens-là. Et oui, on a fait un premier hackathon en fait qui a confirmé qu'il y avait un intérêt certain. Donc depuis, ça s'est quand même pas mal diversifié. Mais c'est vrai que il y a des enjeux de standardisation, il y a des enjeux de data model, d'objets métiers. Si on veut mettre à l'échelle, il y a aussi ces enjeux-là à adresser. Mais en tout cas, c'est en très bonne voie, et l'adoption est vraiment encourageante, et les premières métriques de valeur amenée sur la partie business ou sur l'exploitation d'une usine sont confirmées, quel que soit le segment, la business line concernée, en fait. C'est ce qu'on appelle, chez nous, on a dans notre jargon, ce qu'on appelle le game changer, qui risque
je pense de changer la manière dont on discute avec des usines dans les mois, années à venir. Ouais, c'est ça et on retrouve bien, plusieurs axes, hein. Déjà ce côté, très terrain. Finalement, ces besoins, c'est vraiment, ce que tu arrives à faire, hein, c'est de dire: «C'est de la tech au service de besoins». Je suis très proche des besoins utilisateurs et je les imagine pas, de Paris et je les imagine grâce aux gens du terrain et c'est ça que vous avez réussi à faire et c'est vraiment chouette. À la fin de ta presse, qu'est-ce que tu aimerais que les gens aient retenu? Qu'est-ce que tu dis: «Tiens, moi, je me fixe un objectif et je vais, intervenir au Tech Rock Summit devant tous ces 500 tech leaders là et finalement, à l'issue, j'aimerais qu'ils aient retenu ça». Bah, j'aimerais qu'ils retiennent que ce n'est pas que du bullshit. Il se passe des choses dans les entreprises et surtout on peut avoir l'ambition de déployer ces technologies à l'échelle, mais de manière responsable. Je pense que c'est les 2 messages que j'aimerais, qu'on retienne, que l'IA, ce n'est pas forcément, l'opulence ou, des choses qui ne servent à rien et des images de chats, mais que ça peut apporter une réelle valeur pour des business comme Veolia, tant sur, l'humain, sur, les revenus et surtout, 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 avoir l'IA au service d'une transformation et des bénéfices pour la planète. Super, bah, beau message. Bah, merci beaucoup Julien, pour cet échange. Merci Didier. Et donc, juste pour rappeler un petit peu, le Tech Rock Summit pardon, 2025, c'est les 1er et 2 décembre. Il y aura, une trentaine de speakers, à l'image de Julien, donc vraiment des gens qui mettent en œuvre et qui ont des choses à partager. Ce ne sera pas que de la tech, hein, on va pouvoir aborder les sujets sociaux, l'impact, environnemental bien évidemment, sur nos métiers en tant qu'ingénieurs, en quoi l'AI va transformer nos métiers d'ingénieurs. Il y aura 5 à 600 tech leaders qui seront présents et ça va vraiment être un beau moment. Ça se passe au Théâtre de Paris. Ce sera la deuxième année que ça se passe dans ce lieu. C'est vraiment un lieu magique. Et c'est vrai que l'année dernière, ça avait favorisé les échanges. Et à la fois, c'est très beau. Le lieu, et la scène est vraiment belle. Et puis en plus, il y a tout un espace communautaire où on peut échanger. Et je crois que c'est encore cette année, l'emphase sera mise justement sur tous ces échanges, que ce soit pas simplement un speaker qui parle à une communauté, mais c'est finalement une communauté qui échange. Voilà. Bah, merci beaucoup Julien et puis impatient d'entendre ton talk. Merci Didier, à très vite.